Professeur Ba, Oui. merci d'être venu. Merci. Et on profite de l'occasion pour vous féliciter parce que vous êtes un médecin réputé et très attaché à son travail. Merci. Et on va donc continuer à vous poser des questions. Parmi les militaires qui étaient venus déposer les corps au niveau des différentes morgues, est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre eux? Non. Je connaissais seulement les médecins. Parce que les médecins, bon, vous savez, on se connaît tous. Les militaires, non. Je ne les connaissais pas. Et les médecins faisaient partie de ces gens qui étaient venus déposer ces corps? Oui, les médecins étaient avec moi. C'est-à-dire, en fait, quand je suis arrivé à la morgue, j'ai trouvé les médecins déjà en place. Donc, ils étaient là, en tenue militaire. En fait, c'est eux qui étaient mes interlocuteurs. Voilà. Donc, quand, par exemple, je voulais faire passer un message pour dire à un militaire, non, tu ne prends pas le corps comme ça, il faut le descendre, ils obéissaient beaucoup plus à leur hiérarchie militaire qu'à moi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a travaillé ensemble. Mais je ne connaissais pas les militaires. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire le type ou les types d'armes à feu qui avaient été utilisés? Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Je peux dire le type d'armes à feu, d'abord parce que j'ai eu à examiner les douilles. Les douilles de cette arme, ce sont des douilles qui ont une tête pointue. Et j'ai regardé dans la littérature, c'est des douilles de calibre 7 mm, donc tirées par des armes qu'on appelle du type Andrei Kalachnikov. Donc ce sont des armes de guerre, c'est évident. Et donc à travers même les orifices d'entrée qu'on a pu observer, et ça montre un peu aussi la caractéristique de ces armes. Vous savez, c'est des armes, comme j'ai décrit, qui ont un bout pointu et qui, lorsque le tireur appuie sur la détente, il y a une percussion au niveau de la cartouche. Et cette percussion de la cartouche va entraîner une combustion de la poudre qui est à l'intérieur et projeter les plombs ou le projectile en dehors du canon, qui dans la théorie fait une vitesse de plus de 1000 mètres par seconde. Et dans sa trajectoire, ce projectile, dans son mouvement de rotation, donc récolte tout ce qui est au niveau de la face antérieure du canon, donc qui sont des débris, des déchets, et qui viennent sur la zone de contact, qui est la zone d'impact, non seulement laisser les traces de brûlure, ce qui nous permet de reconnaître l'orifice d'entrée, qui est la collerette érosive, mais ce qu'on appelle la collerette d'essuyage, qui sont les déchets que cette arme a eu à envoyer au niveau de la zone d'impact, qui est la collerette d'essuyage. Donc ce sont des armes de guerre, je confirme, de type Andrei Kalachnikov. Donc toute la théorie montre que c'est des armes théoriquement, je les appelle les 22, calibre 22, mais j'ai vu sur la théorie que c'est des 7 mm. D'accord. Bon. Et vous dites également qu'aucune réquisition à médecin ne vous a été adressée? Aucune. Même par la commission d'enquête qui avait été mise en place? La commission d'enquête? Oui, l'enquête nationale. Bon, je faisais partie de la commission d'enquête, donc... Non, j'ai seulement informé à l'époque mes collègues de la commission d'enquête sur la nécessité de faire des prélèvements et de rechercher l'ADN. Et le ministre à l'époque, qui a été très réceptif, qui était un ministre militaire, M. Sibalo Alamou, je vais dire son nom aussi, et il a été réceptif et tout de suite ils ont accepté et puis on a fait les prélèvements et envoyé. Donc la commission d'enquête, je pense que s'il y avait une décision à prendre, je devrais faire partie parce que je suis membre de la commission. Donc il n'y a pas eu de réquisition. Je m'attendais beaucoup plus à une réquisition du procureur, pour être honnête. Voilà. Donc ça a été fait de façon spontanée? Voilà, c'est vous qui l'avez...
Oui, je l'ai fait. J'ai eu peur de faire des autopsies. Vous savez pourquoi? Pour ne pas que vous me poursuivez pour profanation. C'est aussi simple. On pouvait porter plainte pour moi pour profanation des corps. Je fais l'autopsie, je n'ai pas l'autorisation. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc je me suis arrêté à l'examen extérieur des corps. Et la personne ne pouvait me poursuivre. Et même pour l'exhumation des corps, il n'y a pas eu de réquisition? C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de réquisition? Non, il n'y a pas eu de réquisition. Ça a été décidé au sein de la commission? Ça a été décidé au sein de la commission d'enquête et entérimé par le gouvernement parce que le ministre de la Justice était membre du gouvernement. Ceux qui ont pris les frais pour envoyer les corps, les prélèvements à Paris. D'accord. Et le jour de la restitution des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal, vous dites qu'il y avait un ministre qui était là? Oui, le ministre Sano. C'était quel Koutoubou ministre? Sano, oui. Monsieur Koutoubou Sano, oui. C'était le seul ministre qui était présent ce jour? Bon, j'ai oublié. Ou bien il y avait d'autres membres du gouvernement? C'est lui parce que c'était lui le président de la commission d'enquête et la commission de restitution. Les autres, j'avoue sincèrement, j'ai oublié. Colonel Gabi était là? Je crois, probablement. J'ai oublié, honnêtement. D'accord. Et on va surtout insister, professeur, sur la militarisation des morgues. Là? La militarisation, la présence des militaires au niveau des morgues. Okay. Parce que il y a eu des victimes qui sont passées ici, des victimes médecins même, qui ont confirmé qu'effectivement, pendant des jours, des militaires étaient au niveau des différentes morgues. Oui. Et combien de jours ces militaires sont restés au niveau de ces morgues? Durant tout le séjour des corps. Vous pouvez faire une estimation, professeur? Honnêtement, j'ai oublié. Ça fait une semaine. Je ne sais pas la durée de séjour des corps dans les différentes morgues avant l'enterrement, avant l'exposition de ce. J'ai oublié. Mais durant tout le séjour. Mais il faut dire les premiers jours, les militaires n'y étaient pas. Hein. D'accord. Et ils sont venus? Ils ne sont pas venus immédiatement après. Je crois que c'est quand les gens, il y a eu beaucoup plus de mouvements dans les morgues où chacun voulait venir maintenant voilà, à la recherche d'un corps et tout ça. Donc il y avait beaucoup de monde. Donc je crois qu'ils ont décidé de sécuriser, je pense. Je pense que c'était beaucoup plus pour réguler, comme je l'ai dit, les rentrées et les sorties. Pour moi, c'était ça. Voilà, parce qu'il nous a été dit qu'effectivement des corps ont été enlevés nuitamment par les bérets rouges. Et là, on a des éléments, hein, même au dossier. Okay. Effectivement, des corps ont été enlevés nuitamment au niveau des deux morgues pour une destination inconnue. Ah. Mais puisque vous dites que vous n'allez pas trop vous appesantir sur cette question, ça demeure quand même une évidence. Et aussi, docteur, Général Valentin Haba est passé ici. Il dit qu'au niveau du camp Samori Touré, 2 camions étaient venus dans lesquels il y avait 54 corps. Et ces 54 corps ont été mis à la disposition du colonel Gabi sur instruction du général Toto. Est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport à cela? Non. Donc ces 54 corps-là n'étaient pas arrivés au niveau des 2 morgues? Non. Merci bien. Et dans le cadre de la gestion de cette affaire, est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer la dame du CICR, la responsable du CICR qui était là à cette époque? Non, en fait, on m'a toujours parlé d'elle, mais je ne l'ai pas rencontrée. Je crois que je travaille beaucoup plus avec le représentant de la Croix-Rouge. D'accord. J'ai oublié son nom, mais CICR, peut-être, on s'est rencontrés, mais je n'ai pas souvenance. Et même si on s'est rencontrés, on n'a pas discuté de quelque chose de particulier. D'accord. Oui, mais je ne me rappelle pas. D'accord. Et pour nous résumer par rapport à l'utilisation des armes, il y a eu des armes à feu, oui. Des armes contondantes oui. Et des armes tranchantes. Des armes tranchantes, oui. Merci, docteur. Merci beaucoup. Aussi, il y a les recrues du colonel Claude Pivi. Il nous a été dit ici par un des accusés, en l'occurrence le commandant Toumba, que 500 jeunes avaient été recrutés par le colonel
Pivi. Ces 500 jeunes-là, Monsieur le Président, se trouvaient au camp Alpha Yaya. Et lorsque la question lui a été posée, il a dit que c'est sur instruction du capitaine Dadis que ces personnes-là ont été acheminées dans la scène du camp. Et il a trouvé comme argument qu'il fallait leur apprendre les arts martiaux, alors que réellement, ces personnes-là étaient venues pour concourir à la perpétration des exactions au niveau du stade. Et en dehors du commandant Toumba, d'autres personnes également les ont vus parce que ces 500-là étaient habillés à l'image de leur mentor. Tout le monde sait comment Pivi s'habillait, Monsieur le Président, avec des coris, avec des tenues traditionnelles. On le voyait sous le petit écran et partout où il devrait arriver. Ces personnes-là qu'il avait recrutées ont été habillées comme lui pour se rendre au stade. Et parmi les personnes, Monsieur le Président, qui les ont vus au stade, il y a M. Mamoudou Konté, Mme Yaye Fatou Bari, Mme Fatoumata Bari, M. Oumar Diallo, Mme Salematou Bari, M. Abdoulaye Troaba. Ces personnes-là, Monsieur le Président, ont effectivement vu ces recrues du colonel Pivi au stade. Aussi, il y a eu les occultistes du colonel Gono Sangaré. L'histoire nous a été contée ici par le commandant Toumba, comment ils s'étaient rendus chez ce dernier. Et à leur arrivée, Monsieur le Président, il y avait 163 occultistes qui étaient là, qui se sont même emparés du capitaine Dadis. Ils l'ont fait disparaître au cours d'une soirée. Ils l'ont gardé durant toute la nuit. C'est seulement au petit matin qu'ils l'ont relâché, Monsieur le Président. Ces occultistes-là, qui étaient armés de machettes et de flèches, qui étaient sous la férule du colonel Gono Sangaré, ces personnes-là, Monsieur le Président, ont également participé au massacre du 28 septembre. Et les personnes qui étaient au stade et qui les ont vus, il y a tout d'abord M. Amadou Diallo, journaliste qui est passé ici. Il a fait une description qui correspond justement à ces personnes-là. M. Mamadou Siri Diallo également les a vus. Mme Hassé, victime de viol, les a vus aussi. Il va sans dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, que ces personnes-là, qui ont été recrutées uniquement pour perpétrer ces massacres-là, étaient effectivement au stade. Le sixième élément de preuve, ce sont les différents témoignages. Les différents témoignages, parce que le témoin, il est capital dans un procès pénal. C'est pourquoi, lorsque vous prenez nos codes, notamment le code de procédure pénale, à partir de l'article 416, vous comprendrez que plusieurs dispositions sont consacrées aux témoins. Parce que le témoin, c'est celui-là qui a vu, c'est celui-là qui a vécu, c'est celui-là qui a entendu, c'est lui le témoin. Et sur les 21 témoins, Monsieur le Président, qui ont défilé à votre barre, dont 16 envoyés par le parquet, 4 par les avocats des parties civiles et 1 par un des accusés, colonel Kalozo, nous nous sommes intéressés aux déclarations de 19. Les 19, Monsieur le Président, ont fait des déclarations qui ont intéressé l'accusation. Vous allez permettre que je vous lise la quintessence de leurs déclarations pour vous permettre justement de comprendre qu'effectivement ces personnes-là, ce qu'elles ont dit pourra naturellement vous intéresser lorsque vous allez vous retirer pour délibérer. Et parmi ces témoins, il y a tout d'abord Thibou Camara. Monsieur Thibou Camara, qui était ministre de la Communication, qui était constamment à la présidence, parce que c'était un des conseillers du capitaine Dadis, donc il était au courant de tout ce qui se passait, Monsieur le Président. Il a dit ceci: dans la conservation et la conquête du pouvoir, vous savez, il est très éloquent. Il dit dans la conservation et la conquête du pouvoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour toute personne qui réfléchit, nous savons ce que ça veut dire. Dans la conservation et la conquête du pouvoir, Monsieur le Président, beaucoup de choses qui peuvent se passer.
Aussi, à travers ces déclarations, on a compris que l'accusé Moussa Dadis Camara s'était montré sceptique quant à l'organisation et la manifestation du 28 septembre 2009. On a aussi compris que c'est effectivement son téléphone qui avait été utilisé en présence de 3 à 4 personnes par l'accusé Dadis pour joindre M. Sidia Touré après minuit afin de faire reporter la manifestation. Nous comprenons aussi, il disait à l'accusé Dadis que selon les informations qui circulaient, certains manifestants étaient effectivement atteints par balle. Le président Dadis n'avait pas le contrôle de la situation, ni la maîtrise des événements, ce qui avait d'ailleurs conduit à une réforme lors de la seconde phase de la transition. C'est M. Thibault qui le dit. Autour du président, il y avait 2 courants antagonistes, les faucons et les colombes. Les premiers finissaient par remporter. Également, on a compris à travers ces déclarations que sa démission du 2 novembre 2009 s'expliquait par le fait qu'il ne se sentait plus à l'aise auprès du chef de la junte et du CNDD. Voici ce que M. Thibault a dit. Aussi, on s'est intéressé aux déclarations du général Oumar Sano, qui était chef d'état-major général des armées au moment des faits. Et lui également, à travers ses déclarations, on a compris que c'est lui qui avait mis les 4 camions à la disposition de la Croix-Rouge pour le transport et le dépôt de 157 corps à la morgue du CHI d'Ignasdine via Kansamori Touré. Nous comprenons aussi, à travers sa déclaration, que le nombre de corps, 57, qui avaient été présentés aux différentes familles à l'esplanade de la mosquée Faisal, était complètement en deçà du nombre réel, 157, qui avait été déposé à la morgue du CHI d'Ignasdine via Camp Almami Samori Touré et qui était en parfaite harmonie avec le contenu du rapport de la commission d'enquête internationale instituée par les Nations Unies. Également, le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante n'avait retenu que 63 cas de mort. Et également, ce rapport n'avait nullement mentionné le contenu des auditions des chauffeurs qui avaient transporté les corps à la morgue du CHI d'Ignasdine, malgré qu'ils aient été effectivement mis à la disposition de cette commission par lui-même. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a des réserves par rapport à cette commission-là. Tout à l'heure, les détails vous seront donnés, Monsieur le Président. Et il a ajouté que les recrutements de Kalia étaient exclusivement l'affaire du CNDD et de son président. L'armée n'a jamais été mêlée. Aussi, l'armée régulière n'avait pas été déployée au stade. Voici ce que le général Oumar Sano a dit ici, dans cette salle. Le général Ansoumane Kamara a dit bafoué. Il était le commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun, CMIS, au moment des faits. Il a dit aux environs de 13h30, 2 camionnettes pleines de bérets rouges de la gare présidentielle et un véhicule de commandement arrivaient et se dirigeaient immédiatement vers l'intérieur du stade. Toumba, colonel Kebro, dont les gardes étaient armés, et Marcel se dirigeaient également à leur suite à l'intérieur du stade. L'entrée de ces militaires au stade était aussitôt suivie du retentissement des tirs à balles réelles. La situation était dans leurs mains. Beaucoup de morts et de blessés étaient visibles dans l'enceinte du stade. Des manifestants étaient effectivement enlevés au stade pour être envoyés à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMIS numéro 1 de Cameroun. Général Valentin Haba, 2 camions militaires avaient été envoyés au stade sous l'instruction du général Mamadou Kamara, dit Toto, alors ministre de la Sécurité, pour ramasser 54 corps qui étaient transportés pendant la soirée au camp Almami Samori Touré et mis à la disposition de l'accusé Aboudoulaye Chérif Diaby, alors ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour une destination que lui seul connaît. Les impacts de balles étaient visibles sur certains
victimes, dont un jeune homme qui avait un point noir sur la poitrine. Des douilles de balles avaient été retrouvées au stade. Le procès verbal dressé par la direction centrale de la police judiciaire en faisait foi. Des chaussures étaient abandonnées à la rentrée et dans l'enceinte du stade. Un pagne était accroché au garde-fou de la tribune couverte. Une femme grosse de teint noir était couchée en bas, déjà morte. Respectueux assesseurs, respectueux assesseurs, je voudrais dire que lorsque vous serez dans votre secret de délibération, hormis la présence du ministère public, réfléchissez, Monsieur le Président, pensez à ces questions. La première, est-ce qu'au sens de l'article 3, 4e alinéa, en ce qui concerne les infractions non-assistance à personne en danger et coups et blessures volontaires, est-ce qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription? La réponse, c'est oui. Deuxième question. Toujours dans votre secret de délibération, hormis la présence du parquet, du représentant du ministère public, les faits de non-assistance à personne en danger, au regard de la loi, au vu de la démonstration qui a été faite par la défense, et sur la base de l'ordonnance de renvoi, les actions posées par le colonel Abla Cherif Diaby, est-ce qu'il est coupable? La réponse, Monsieur le Président, c'est non. Les faits de coups et blessures volontaires à lui reprocher, au vu du manque de preuves, au vu de l'impossibilité d'ordre matériel et même moral de commettre cette infraction, au vu du manque d'éléments constructifs, est-ce qu'on peut le retenir pour les cas de coups et blessures volontaires? Monsieur le Président, respectueux assesseurs, la réponse est non. Les infractions suivantes: complicité de participation à l'enlèvement des manifestants, complicité de séquestration des manifestants, complicité de torture des manifestants. Est-ce que ces dispositions de l'article 303 et 19 du Code pénal sont constituées? Monsieur le Président, dans votre secret, avec votre courage, avec votre impartialité, la réponse, elle est non. Elle est non. Elle est non. Alors, au vu de ce qui précède, Monsieur le Président, quand c'est comme ça, lorsque vous allez vous rendre compte que les faits reprochés à colonel Abla Cherif Diaby ne sont pas constitutifs d'infractions telles que citées, vous lui ferez bénéfice des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, l'article 544 du Code de procédure pénale dispose: si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Des fins de la poursuite. Pour délit non constitué, pour infraction non constituée, Monsieur le Président. On va beau dire, mais ce qui est réel, ce qui est intouchable, c'est intouchable. Ce qui est de la vérité, on ne peut pas la changer.
La vérité, c'est que colonel Chérif n'a nullement été au stade du 28 septembre, au point d'administrer des coups, au point d'enlever des manifestants, au point de séquestrer les manifestants, au point de torturer les manifestants, au point d'empêcher l'arrivée des secours des manifestants, des secours pour assister les manifestants, au point de s'abstenir d'aider les manifestants, au point de refuser d'assister les manifestants, Monsieur le Président. Il n'a pas été au stade. Il n'a pas été au stade le 28 septembre. Alors, dans votre secret, Monsieur le Président, il a été constant en ce qui concerne la question de gestion des corps. Au vu du témoignage du professeur Hassan, au vu de la déposition faite par Général Sano, Général Valentin, Monsieur le Président, constatez que le seul chiffre que le colonel Chérif a pu retenir, a eu à être persuadé, c'est les 58 corps que le professeur Hassan a gérés. Monsieur le Président, vous allez également constater qu'à part, à l'instar de ce chiffre, colonel Chérif Diaby n'est mêlé à aucune autre gestion de corps. Aucune. Constatez également qu'au moment des faits, Chérif Diaby, colonel Abla Chérif Diaby, permettez-moi de l'appeler au pluriel parce qu'il le mérite. Il était un officier sans trop. La conséquence, tout le monde sait, je n'ai besoin maintenant de répéter. Il ne donne pas des ordres. Au point de prendre en compte un seul instant les réquisitions du ministère public tendant à la requalification de ces infractions-là en crime contre l'humanité. Non. Interrogez-vous, Monsieur le Président, est-ce que le délit cause et blessures volontaires, est-ce que le délit non-assistance à personne en danger, au sens des articles 239, 297 et 298, est-ce que ces infractions peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité? La réponse, elle est négative. Elle est négative. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez contribué à la paix sociale. Parce que beaucoup de Guinéens, de nombreux, grâce à ces débats, ils ont compris, ils ont pu, dans leur tête, situer, selon leurs convictions, leur opinion, situer des responsabilités. Ils ne sont pas juges, mais aussi, ils sont nos juges. À partir de ce procès, Monsieur le Président, des débats que vous avez menés avec sérénité et rigueur, tous ceux qui regardent la télé, tous ceux qui sont ce beau monde dans cette salle d'audience, disciplinés, calmes, ils sont venus pour apprendre quelque chose. À tout bord, des simples visiteurs, ceux qui se disent partie civile, et même ceux qui ne sont pas intéressés. À travers ce procès, ils ont compris qu'il y a la possibilité d'aller de l'avant. Ils ont compris dans cette affaire qui peut être indexé. Qui peut être indexé. Faites-le rentrer dans l'histoire parce que vous êtes déjà dedans. Mais vous sortirez par la grande porte, Monsieur le Président. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Parce que je connais votre indépendance. Je connais votre capacité d'analyse. Votre sérénité de faire l'objet d'aucun doute. Dans ce procès, vous avez vendu notre pays, et positivement.
Oui. Positivement. Sincèrement, c'est une première. Un jeune, très talentueux, bien formé, accompagné des assesseurs irréprochables, à tout point de vue. Nous osons obtenir une décision qui va apaiser tout le monde. Monsieur le Président, je ne saurais terminer, comme je le disais tout à l'heure, par un petit merci, un tout petit merci de quelques personnes. Je remercie tous mes formateurs, Monsieur le Président, tous bords confondus, tous mes formateurs, de l'école primaire jusque-là, à titre particulier. Je remercie ma famille titrice à Mamon, ville Carrefour où j'ai grandi. Grâce à cette famille, j'ai pu étudier dans des conditions idoines et respectueuses et respectables, sans distinction de mon ethnie. Ce feu Nene Tcherno Mariama, feu Beken Baldé, paix à leur âme. Leur fils Douglas, qui est en Chine, je les remercie très bien. Je ne saurais leur remercier jusqu'à la fin de ma vie. Et je transmettrai ce message à mes enfants, pour cette ville, pour cette famille. Je remercie les bâtonniers, notamment le bâtonnier Mohamed Traoré. Ce monsieur, il a cru en moi depuis des petites heures. Je le remercie et de vive voix, je continue à le dire un grand merci, accompagné de toutes les considérations possibles. Je remercie le bâtonnier Dina Sampil. Il est dans cette salle. C'est grâce à lui. Il a cru en moi, il a accepté que je sois son assistant. Il m'a formé. Et au-delà de ce stage, il était près de moi dans ma propre famille. Il m'a géré. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai ce petit mérite, cette possibilité d'analyse, c'est grâce à ce grand homme. Monsieur le bâtonnier, je vous dis un grand merci. Que mes professeurs, Maître Amidou Bari, Maître Almami Traoré, Maître Serebamouri Kanté, ils sont nombreux qui trouvent leur place. Le doyen d'Anfaga, ils sont nombreux. Je remercie, Monsieur le Président, ma mère Finda Mansari. Je lui dis un grand merci. Pour terminer, Monsieur le Président, je dirais que ma mère Finda, à travers elle, je remercie toutes les femmes de la Guinée, toutes les femmes d'Afrique, toutes les femmes dans le monde entier. Monsieur le Président, je vous remercie. Colonel Ablaye Chérif, je vous dis un grand merci. Prenez le courage, tout peut changer. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Chers confrères de la partie civile, trouvez à moi mes plaidoiries respectueuses à votre égard. Messieurs les représentants du ministère public, j'en fais autant. Vous êtes les uns, on est les autres. Mais je vous respecte.
Merci, chers confrères de la Défense, dans son entièreté. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite, mais je pense très bien avoir mis l'essentiel à la disposition de Monsieur le Président du tribunal. Mes respectueux responsables, Monsieur le Président d'Addis et autres, je vous souhaite un grand courage. Merci, Monsieur le Président. J'ai plaidé sous réserve si éventuellement c'est possible. Maître Salifou Béaougui pour M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo. Bien, merci Monsieur le Président. Je prends le relais de